La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette série est plus spécialement consacrée à des essais d'interprétation. Aujourd'hui, Jean Valmer travaille le rôle de Perdican de On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. La scène de La Fontaine, avec le concours de Bernadette Lafont qui lui donne la réplique dans Camille. Réalisation Georges Godbert. Nous allons travailler aujourd'hui la fameuse scène de On ne badine pas avec l'amour où Perdican et Camille s'affrontent. C'est une scène très connue, mais tout de même très intéressante au point de vue du travail, parce qu'en général, elle n'est pas tout à fait prise dans le sens qui convient à mon avis, à mon humble avis. Alors nous avons monsieur Jean Valmer qui travaille le rôle de Perdican et mademoiselle Bernadette Lafont qui lui donne la réplique dans le rôle de Camille. Alors je les laisse aller, ils vont dire la scène d'abord et nous en parlerons ensuite. Trouvez-vous à midi à la petite fontaine. Que veut dire cela? Tant de froideur, un refus si positif, si cruel, un orgueil si insensible et un rendez-vous par-dessus tout. Si c'est pour me parler d'affaires, pourquoi choisir un pareil endroit? Est-ce une coquetterie? Ce matin, en me promenant avec Rosette, j'ai entendu remuer dans les broussailles et il m'a semblé que c'était un pas de biche. Y a-t-il ici quelque intrigue? Bonjour, cousin. J'ai cru m'apercevoir, à tort ou à raison, que vous me quittiez tristement ce matin. Vous m'avez pris la main malgré moi. Je viens vous demander de me donner la vôtre. Je vous ai refusé un baiser, le voilà. Maintenant, vous m'avez dit que vous seriez bien aise de causer de bonne amitié. Asseyez-vous là et causons. Avais-je fait un rêve ou en fais-je un autre en ce moment? Vous avez dû trouver singulier de recevoir un billet de moi, n'est-ce pas? Je suis d'humeur changeante. Mais vous m'avez dit ce matin un mot très juste. Puisque nous nous quittons, quittons nos bons amis. Vous ne savez pas la raison pour laquelle je pars et je viens vous la dire. Je vais prendre le voile. Est-ce possible? Est-ce toi, Camille, que je vois dans cette fontaine assise sur les marguerites comme au jour d'autrefois? Oui, Perdican, c'est moi. Je viens revivre un quart d'heure de la vie passée. Oh, je vous ai paru brusque et hautaine. Cela est tout simple, j'ai renoncé au monde. Cependant, avant de le quitter, je serais bien aise d'avoir votre avis. Trouvez-vous que j'ai raison de me faire religieuse? Ne m'interrogez pas là-dessus, car je ne me ferai jamais moine. Depuis près de 10 ans que nous avons vécu éloignés l'un de l'autre, vous avez commencé l'expérience de la vie. Je sais quel homme vous êtes. Et vous devez avoir beaucoup appris en peu de temps avec un cœur et un esprit comme les vôtres. Dites-moi, avez-vous eu des maîtresses? Pourquoi cela? Oh, répondez-moi, je vous en prie, sans modestie et sans fatuité. J'en ai eu. Les avez-vous aimées? De tout mon cœur. Où sont-elles maintenant, le savez-vous? Voilà, en vérité, des questions singulières. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne suis ni leur mari, ni leur frère. Elles sont allées où bon leur a semblé. Il doit nécessairement y en avoir une que vous avez préférée aux autres. Combien de temps avez-vous aimé celle que vous avez aimée le mieux? Tu es une drôle de fille. Veux-tu te faire mon confesseur? C'est une grâce que je vous demande de me répondre sincèrement. Vous n'êtes point un libertin et je crois que votre cœur a de la probité. Vous avez dû inspirer l'amour car vous le méritez et vous ne vous seriez pas livré à un caprice. Répondez-moi, je vous en prie. Ma foi, je ne m'en souviens pas. Connaissez-vous un homme qui n'ait aimé qu'une femme? Il y en a certainement. Est-ce un de vos amis? Dites-moi son nom. Je n'ai pas de nom à vous dire. Mais je crois qu'il y a des hommes capables de n'aimer qu'une fois. Combien de fois un honnête homme peut-il aimer? Veux-tu me faire réciter une litanie ou récites-tu toi-même un catéchisme? Je voudrais m'instruire et savoir si j'ai tort ou raison de me faire religieuse. Si je vous épousais, ne devriez-vous pas répondre avec franchise à toutes mes questions et me montrer votre cœur à nu? Je vous estime beaucoup, mais je vous crois, par votre éducation et par votre nature, supérieure à beaucoup d'autres hommes. Je suis fâchée que vous ne vous souveniez plus de ce que je vous demande. Peut-être en vous connaissant mieux, je m'en hardirai. Où veux-tu en venir? Parle, je répondrai. Répondez donc à ma première question.
Ai-je raison de rester au couvent? Non. Je ferais donc mieux de vous épouser. Oui. Si le curé de votre paroisse soufflait sur un verre d'eau et vous disait que c'est un verre de vin, le boiriez-vous comme tel? Non. Si le curé de votre paroisse soufflait sur vous et me disait que vous m'aimerez toute votre vie, aurais-je raison de le croire? Oui et non. Que me conseilleriez-vous de faire le jour où je verrai que vous ne m'aimez plus? De prendre un amant. Que ferai-je le jour ensuite où mon amant ne m'aimera plus? Tu en prendras un Et autre. combien de temps cela durera-t-il? Jusqu'à ce que tes cheveux soient gris. Et alors les miens seront blancs. Savez-vous ce que c'est que les cloîtres, Père Dican? Vous êtes-vous jamais assis un jour entier sur le banc d'un monastère de femmes? Oui, je m'y suis assis. J'ai pour amie une sœur qui n'a que 30 ans et qui a eu 500 000 livres de revenus à l'âge de 15 ans. C'est la plus belle et la plus noble créature qui ait marché sur terre. Elle était pairesse du Parlement et avait pour mari un des hommes les plus distingués de France. Aucune des nobles facultés humaines n'était restée sans culture en elle. Et comme un arbrisseau d'une sève choisie, tous ces bourgeons avaient donné des ramures. Jamais l'amour et le bonheur ne poseront leur couronne fleurie sur un front plus beau. Son mari l'a trompée. Elle a aimé un autre homme et elle se meurt de désespoir. Cela est possible. Nous habitons la même cellule et j'ai passé des nuits entières à parler de ses malheurs. Ils sont presque devenus les miens. C'est singulier, n'est-ce pas? Je ne sais trop comment cela se fait. Quand elle me parlait de son mariage, quand elle me peignait d'abord l'ivresse des premiers jours, puis la tranquillité des autres, et comme enfin tout s'était envolé. Comme elle était assise le soir au coin du feu, et lui près de la fenêtre, sans se dire un seul mot. Comme leur amour avait langui, comme tous les efforts pour se rapprocher n'aboutissaient qu'à des querelles, comme une figure étrangère est venue peu à peu se placer entre eux et se glisser dans leur souffrance. C'était moi que je voyais agir tandis qu'elle parlait. Quand elle disait « Là, j'ai été heureuse », mon cœur bondissait. Et quand elle ajoutait « Là, j'ai pleuré », mes larmes coulaient. Mais figurez-vous quelque chose de plus singulier encore. J'avais fini par me créer une vie imaginaire. Cela a duré 4 ans. Il est inutile de vous dire par combien de réflexions et de retours sur moi-même tout cela est venu. Mais ce que je voulais vous raconter comme une curiosité, c'est que tous les récits de Louise, toutes les fictions de mes rêves, portaient votre ressemblance. Ma ressemblance? À moi? Oui. Et cela est naturel, vous étiez le seul homme que j'eusse connu. En vérité, je vous ai aimé, Père Dican. Quel âge as-tu, Camille? 18 ans. Continue, j'écoute. Il y a 200 femmes dans notre couvent. Un petit nombre de ces femmes ne connaîtra jamais la vie et tout le reste attend la mort. Plus d'une parmi elles sont sorties de ce monastère comme j'en sors aujourd'hui, vierges et pleines d'espérance. Elles sont revenues peu de temps après, vieilles et désolées. Tous les jours, il en meurt dans nos dortoirs et tous les jours, il en vient de nouvelles prendre la place des mortes sur les matelas de crin. Les étrangers qui nous visitent admirent le calme et l'ordre de la maison. Ils regardent attentivement la blancheur de nos voiles, mais ils se demandent pourquoi nous les rabaissons sur nos yeux. Que pensez-vous de ces femmes, Père Dican? Ont-elles tort ou ont-elles raison? Je n'en sais rien. Il s'en est trouvé quelques-unes parmi elles qui m'ont conseillé de rester vierge. Oh, je suis bien aise de vous consulter. Croyez-vous que ces femmes-là auraient mieux fait de prendre un amant et de me conseiller d'en faire autant? Je n'en sais rien. Vous aviez promis de me répondre. J'en suis dispensé tout naturellement. Je ne crois pas que ce soit toi qui parles. Cela se peut. Il doit y avoir dans toutes mes idées des choses très ridicules. Il se peut aussi qu'on m'ait fait la leçon et que je ne sois qu'un perroquet mal appris. Il y a dans la galerie un petit tableau qui représente un moine courbé sur un missel. À travers les barreaux obscurs de sa cellule glisse un rayon de soleil et on aperçoit une locanda italienne devant laquelle danse un chevreguet. Lequel de ces deux hommes estimez-vous davantage? Ni l'un ni l'autre et tous les deux, ce sont deux hommes de chair et d'os.
Il y en a un qui lit et l'autre qui danse, je n'y vois pas autre chose. Tu as raison de te faire religieuse. Vous me disiez non tout à l'heure. Et je dis non, cela est possible. Ainsi, vous me le conseillez. Ainsi, tu ne crois à rien. Lève la tête, Perdican. Quel est l'homme qui ne croit à rien? En voilà un. Je ne crois pas à la vie immortelle. Ma sœur chérie, les religieuses t'ont donné leur expérience, mais crois-moi, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. Cet amant-là n'exclut pas les autres. Pour moi, du moins, il les exclura. Ne souriez pas, Perdican. Voilà 10 ans que je ne vous ai vu et je pars demain. Dans 10 autres années, si nous nous voyons, nous en parlerons. J'ai voulu ne pas rester dans votre souvenir comme une froide statue, car l'insensibilité mène au point où j'en suis. Écoutez-moi. Retournez à la vie. Et tant que vous serez heureux, tant que vous aimerez comme on peut aimer sur la terre, oubliez votre sœur Camille. Mais s'il vous arrive jamais d'être oublié ou d'oublier vous-même, si l'ange de l'espérance vous abandonne, lorsque vous serez seul avec le vide dans le cœur, pensez à moi qui prierai pour vous. Tu es une orgueilleuse. Prends garde à toi. Pourquoi? Tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour. Y croyez-vous, vous qui parlez? Vous voilà courbé près de moi avec des genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses et vous n'en savez plus le nom. Vous avez pleuré des larmes de joie et des larmes de désespoir, mais vous saviez que l'eau des sources est plus constante que vos larmes et qu'elle serait toujours là pour laver vos paupières gonflées. Vous faites votre métier de jeune homme et vous souriez quand on vous parle de femme désolée. Vous ne croyez pas qu'on puisse mourir d'amour, vous qui vivez, qui avez aimé? Qu'est-ce donc le monde? Il me semble que vous devez Il me cordialement... semble que vous devez cordialement mépriser les femmes qui vous prennent telles que vous êtes et qui chassent leur dernier amant pour vous attirer dans leurs bras avec les baisers d'un autre sur les lèvres. Je vous demandais tout à l'heure si vous aviez aimé. Vous m'avez répondu comme le voyageur à qui l'on demanderait s'il a été en Italie ou en Allemagne et qui dirait « oui, j'y ai été », et puis qui penserait aller en Suisse ou dans le premier pays venu. Est-ce donc une monnaie que votre amour pour qu'il puisse passer ainsi de main en main jusqu'à la mort? Non, ce n'est même pas une monnaie, car la plus mince pièce d'or vaut mieux que vous. Et en quelques mains qu'elle passe, elle garde son effigie. Que tu es belle, Camille, lorsque tes yeux s'animent. Oui, je suis belle, je le sais. Les complimenteurs ne m'apprendront rien. La froide nonne qui coupera mes cheveux pâlira peut-être de sa mutilation, mais ils ne se changeront pas en bagues et en chaînes pour courir les boudoirs. Il n'en manquera pas un seul sur ma tête lorsque le ferry passera. Je ne veux qu'un coup de ciseau. Et quand le prêtre qui me bénira me mettra au doigt l'anneau d'or de mon époux céleste, la mèche de cheveux que je lui donnerai pourra lui servir de manteau. Tu es en colère, en vérité. Oh, j'ai eu tort de parler. J'ai ma vie entière sur les lèvres. Oh, Perdican, ne raillez pas. Tout cela est triste à mourir. Pauvre enfant. Je te laisse dire, et j'ai bien envie de répondre un mot. Tu me parles d'une religieuse qui me paraît avoir eu sur toi une influence funeste. Tu dis qu'elle a été trompée, qu'elle a trompé elle-même et qu'elle est désespérée. Es-tu sûr que si son mari ou son amant revenait lui tendre la main à travers la grille du parloir, elle ne lui tendrait pas la sienne? Qu'est-ce que vous dites? J'ai mal entendu. Es-tu sûr que si son mari ou son amant revenait lui dire de souffrir encore, elle répondrait non? Oui, je le crois. Il y a 200 femmes dans ton monastère et la plupart ont au fond du cœur des blessures profondes. Elles te les ont fait toucher et elles ont coloré ta pensée virginale des gouttes de leur sang. Elles ont vécu, n'est-ce pas? Et elles t'ont montré avec horreur la route de leur vie. Tu t'es signé devant leurs cicatrices comme devant les plaies de Jésus. Elles t'ont fait une place dans leur possession lugubre et tu te serres contre ces corps décharnés avec une crainte religieuse. Lorsque tu vois passer un homme, es-tu sûr que si l'homme qui passe était celui qui les a trompés, celui pour qui elles pleurent et elles souffrent, celui qu'elles maudissent en priant Dieu, es-tu sûr qu'en le voyant, elles ne briseraient pas leurs chaînes pour courir à leur malheur passé et pour presser leur poitrine sanglante sur le poignard qui les a meurtris? Oh, mon enfant, sais-tu les rêves de ces femmes qui te disent de ne pas rêver? Sais-tu quel nom elles murmurent quand les sanglots qui sortent de leurs lèvres font trembler l'hostie qu'on leur présente? Elles qui s'assoient près de toi avec leur tête branlante pour verser dans ton oreille leur vieillesse flétrie. Elles qui sonnent dans les ruines de ta jeunesse le tocsin de leur désespoir et font sentir à ton sang vermeil la fraîcheur de leur tombe. Sais-tu qui elles sont? Vous me faites peur, la colère vous prend aussi. Sais-tu ce que c'est que des nonnes? Malheureuse fille.
elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a pire encore? Le mensonge de l'amour divin. Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme? Ah, comme elles t'ont fait la leçon. Comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêté devant le portrait de notre vieille tante. Tu voulais partir sans me serrer la main, tu ne voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Tu reniais les jours de ton enfance, et le masque de plâtre que les nonnes t'ont placé sur les joues me refusait un baiser de frère. Mais ton cœur abattu. Il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire, et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. Eh bien, Camille, ces femmes ont bien parlé. Elles t'ont mise dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Ni pour moi, n'est-ce pas? Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière. Et on se dit, j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Bien. Eh bien, c'est pas mal du tout. En tout cas, mademoiselle Bernadette Lafont, c'est très bon ce que vous faites. Si vous aviez une très bonne articulation et une très bonne accentuation, c'est ce qui vous manque. Est-ce que vous vous en rendez compte? Oui. Alors, votre intention est excellente, votre intonation est d'une justesse parfaite, mais ça n'a pas tout à fait la force que ça devrait avoir, parce que votre accentuation et votre articulation n'est pas tout à fait ce qu'il faudrait. Oui. Par conséquent, il faut absolument que vous travailliez dans ce sens-là. Je m'excuse vis-à-vis de Perdican de parler d'abord à Camille, mais le rôle est tellement plus important dans la scène que je veux d'abord lui parler, d'autant plus qu'elle l'a très bien joué, qu'elle l'a travaillé, c'est très visible. J'ai été très contente d'une chose que vous faites, qui est la chose que je demande toujours aux personnes qui jouent Camille et qu'on fait rarement, c'est-à-dire qu'on ait le sentiment que l'interrogatoire est mené avec une espèce de méthode. Elle sait les questions qu'elle va lui poser. Elle est entraînée peu à peu à en dire plus qu'elle ne voudrait et arriver jusqu'à peindre le désespoir de cette sœur qui en effet est peu à peu devenue le sien, enfin cette espèce d'identification à l'autre personnage qui est tellement beau et tellement singulier. Elle en arrive là parce qu'elle est entraînée et prise par la colère comme lui va être pris par la colère. Mais la première partie de la scène est un interrogatoire méthodique. Et il faut qu'on le sente. Alors, ça que vous avez indiqué, il faut que ce soit extrêmement visible. C'est-à-dire, il y a comme une hiérarchie des questions, n'est-ce pas? Primo, secondo, tertio, n'est-ce pas? Il faut qu'on sente qu'elle va de question en question pour aboutir à qu'est-ce que vous me conseillerez de faire le jour où je verrai que vous ne m'aimez plus. Oui, le progrès, c'est à ça qu'elle veut en arriver, n'est-ce pas? Il faut qu'on sente positivement qu'il y a un plan de la part de Camille. Et plus ceci est sensible, plus la scène est forte, et plus elle est écrite, je crois, de la manière dont l'a voulu l'auteur, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais qu'une partie de la scène est faite avec les lettres de George Sand, et avec les reproches qu'il y a eu au moment de leur séparation. Il y a là quelque chose d'un cœur qui palpite encore, d'un cœur qui saigne encore. C'est une scène magnifique. Il y a dedans des expressions qui nous paraissent à nous maintenant d'un romantisme désuet, mais le fond est absolument admirable. Et les questions posées par Camille, elles sont éternelles. Et la réponse de Perdican aussi. Mais il faut bien que la décision de Camille soit absolument apparente. Tellement qu'il lui dit « Est-ce que tu veux te faire mon confesseur ?» Oui. Ça n'est pas du tout une conversation. C'est positivement une interrogation méditée. Alors pour vous, le travail que vous avez à faire, c'est un travail très simple. C'est un travail de métier. C'est tout à fait comme ça, à mon avis, que la scène doit être jouée. Mais elle doit être jouée avec beaucoup plus de mordant. Oui. Mais vous devez, en dehors de ça, travailler avec acharnement votre articulation et votre accentuation. Voilà. Je pense que votre voix est bonne, et vous avez de la force. Vous avez, à mon avis, très bien joué. J'étais vraiment très, très contente quand je vous entendais. C'est très bien. Merci.
Maintenant, Perdiccas. Autre question. Il y a quelque chose de très singulier dans le rôle parce qu'il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a un premier aspect qui est un aspect absolument désinvolte. Quand vous commencez, que vous arrivez et que vous lisez le billet, vous le lisez comme un homme qui attache une très grande importance. Au fait, il y attache une certaine importance, puisque toute la pièce est construite sur le fait que ces gens se trompent entre eux et se trompent eux-mêmes. Mais malgré tout, le rôle de Perdiccas est un rôle un peu plus désinvolte, comme était l'auteur lui-même. Capable de sentiments profonds et malgré tout désinvolte. Tandis que toute la première partie, vous l'avez jouée, je ne dis pas avec âcreté, mais tout de même avec un sérieux, avec quelque chose d'un peu trop appuyé, n'est-ce pas? Quand il dit « qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une intrigue ?» Je dis « il m'a semblé entendre un pas de biche. » Pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi un billet par-dessus le marché, un rendez-vous? C'est quelque chose de plus désinvolte. Et alors, ne multipliez pas les intonations, parce que j'ai eu souvent occasion de le dire, je ne sais pas si vous m'avez entendu le dire, je le répète, il ne faut jamais changer d'intonation tant que l'intention ne change pas. Or, au moment où vous lisez ce billet et au moment où vous le commentez pour vous-même, où vous vous interrogez, votre intention est toujours la même, n'est-ce pas? N'appuyez pas du tout, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que le rôle est intéressant dans cette scène, c'est qu'il y a d'abord cette attitude, et vis-à-vis d'elle aussi, ça va continuer pendant un certain temps, jusqu'au moment où il est extraordinairement concerné et blessé par ce qu'elle dit. Blessé d'abord parce qu'il l'aime et qu'elle lui oppose non seulement une froideur mais même un obstacle. Elle lui dit « je vais prendre le voile ». Ah, pendant que j'y pense, mademoiselle Lafont, le début, ce n'est pas assez grave dans votre ton, n'est-ce pas? Oui. Il faut que vous arriviez avec quelque chose de pénétré. Ah bon? Elle est pénétrée de l'importance de ce qu'elle va lui dire. Notez qu'elle n'est pas du tout décidée à prendre le voile, elle est décidée à l'épouser. C'est un demi-mensonge. Parce qu'elle veut l'épouser, elle ne sait pas tout de même comment les choses tourneront, elle a cet orgueil, elle a ses souvenirs affreux, tout ça fait ce mélange qui fait qu'elle est à la fois sincère et insincère. Oui. Mais malgré tout, elle a le sentiment qu'elle lui apporte une nouvelle capitale. Ça commence avec cette espèce d'orgueil, de contentement de soi qui est encore assez léger, n'est-ce pas, pour arriver à cette chose extrêmement grave et qui tombe avec le bruit d'une grande pierre dans l'eau. Tout le début, de part et d'autre, doit être désinvolte et élégant. Et alors, de votre part aussi, il faut que ça commence vraiment comme une sorte de badinage pour arriver à cette chose dramatique. C'est comme ça que la scène a son équilibre et qu'elle a sa réalité. Je suis sûre que vous avez tous les deux très bien compris ce que je veux dire. Et la fin, vous la jouez bien, Perdiccas. Dès que vous êtes dans le drame, on sent que vous êtes à l'aise. Seulement, ce que je voulais vous dire aussi à la fin, vous perdez votre mouvement de temps en temps. Le détail qu'il donne doit être pris dans le tourbillon de sa colère. Il ne faut pas du tout que quand il y a des propositions qui viennent s'insérer dans votre discours, vous changiez ni d'intonation ni de mouvement. À partir du moment où vous dites « j'ai bien envie de te répondre », à partir de ce moment-là, c'est un mouvement qui va croissant et une colère qui va en montant jusqu'au paroxysme. C'est pas quand il dit « tu as raison de te faire religieuse ». Par conséquent, il y a une indignation sincère, il y a la conviction, en effet, qu'on lui a fait beaucoup de mal, il y a une espèce de proclamation d'athéisme qui est tout de même singulière, faite avec cette virulence, mais il y a aussi un homme qui est blessé dans son amour. Alors ce sont les 4 sentiments, il faut que vous les éveilliez en vous, c'est toujours la même chose, identification au personnage, et à partir de ce moment-là, vous avez le ton juste. La nuance peut apparaître, comme j'ai expliqué souvent, il y a un sentiment profond qui colore l'ensemble d'un morceau, mais à l'intérieur de ce sentiment qui est l'essentiel, il y a les sentiments accessoires qui viennent se greffer sur ce sentiment. Ceux-là doivent apparaître, mais sans que jamais votre mouvement en souffre. Voilà, mais c'est très bien, je suis très contente. Très contente de mademoiselle Lafont. La radiodiffusion télévision française vous a présenté une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratique. Cette série est plus spécialement consacrée à des essais d'interprétation. Aujourd'hui, Jean Valmer a travaillé le rôle de Perdiccas de On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, la scène de La Fontaine, avec le concours de Bernadette Lafont qui lui donnait la réplique dans Camille. Réalisation, Georges Godbert.
Nous informons tous les auditeurs qui suivent régulièrement les émissions de l'art du comédien que cette série sera interrompue à dater de la semaine prochaine et pour quelques mois, afin de permettre à Madame Simone de se consacrer à l'évocation des souvenirs de sa vie. Cette nouvelle émission sera également diffusée par la chaîne nationale tous les vendredis soirs vers 21h à compter du 18 janvier. La reprise des séances de travail de l'art du comédien aura lieu après cette série et la date en sera indiquée sur les antennes de la RTF.